tous les Nangala qui sont là-bas, j'ai vu, prennent des photos, ils ne sont pas autonomes. On les met devant, comme des marionnettes. Après, c'est Kagame qui gère tout. Ce qui se passe maintenant, là, c'est pour pousser le président Tshisekedi de négocier avec le 23, qu'on reconnaisse tous ces bandits, qu'on les intègre, et qu'on dise à Trump que les Congolais ont trouvé un compromis. Ces guerres vont terminer. Cette occupation va terminer quand les Américains vont parler. Je viens de vous dire ici, les troupes rwandaises. L'armée rwandaise est financée, formée par les Américains. Il y a des chiffres. Donc c'est l'Amérique qui tient les Rwandais. Sans l'Amérique, les Rwandais n'existent pas. Kamere n'est pas président. Il ne faut pas faire confiance à Kamere. C'est le problème chez vous. Les Congolais, on est très faibles. On vous dit que nous sommes dans une logique de la guerre de libération. Le président s'est engagé. Kamere, il est en quelle qualité? Vous croyez encore dans cette classe politique qui est manipulée par les Rwandais, l'Ougandais, l'Union. Une classe politique qui a une culture d'esclaves. Ils seront balayés tous par les vents de l'histoire. Est-ce qu'il n'est pas complice? Le ministre Patrick Mouyaya. Oui, il ne faut pas marcher les mots. Préparez-vous pour vous battre. Pour la guerre de libération. On négocie avec des hommes forts et non avec des hommes faibles. Ceux qui pensent qu'ils vont négocier, c'est pour qu'ils restent esclaves des Rwandais et des Ougandais. Ceux qui veulent libérer les Congo, libérer l'Afrique, doivent s'engager dans la guerre. Il faut vite vous enrôler. Enrôlez-vous dans l'armée. Je dis que le président Félix est du bon côté de l'histoire. L'histoire viendra les juger. Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, nous voici pour ce numéro spécial crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis avec Freddy Mulumba, il est le politologue, l'analyste, la personne qui tirait depuis jadis la sonnette d'alarme sur la question de la balkanisation de la République démocratique du Congo et surtout de la partie Est de la République démocratique du Congo. Il est ensemble avec lui, nous allons débriefer l'actualité et cette crise aujourd'hui qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. Goma est tombé, Bukavu aujourd'hui on en parle de la même situation. Quelles seraient aujourd'hui les résolutions et pourquoi ces deux provinces ou bien ces deux territoires est entre les mains de ce que nous pouvons appeler le rebelle et terroriste et accompagné par l'armée rwandaise RDF. Freddy Mulumba est avec moi, je les salue. Bonjour. Bonjour cher ami. Et déjà, aujourd'hui, la question sécuritaire fait la préoccupation de tous les Congolais, de partout où ils se retrouvent, de la diaspora, aux États-Unis et partout même au niveau de ceux qui sont ici à Kinshasa, se posent de multiples questions. Pourquoi Goma est tombé? Aujourd'hui, Bukavu se retrouve dans la même situation. Les pourquoi de cette agression ou bien de cette situation qui arrive à l'Est de la République démocratique du Congo? D'abord, pour comprendre pourquoi Goma et Bukavu tombent, c'est de se poser la question, nous faisons la guerre contre qui? Cette guerre qui est menée par les Rwandais et l'Ouganda, qui sont de proxy des globalistes occidentaux, est soutenue par les puissances occidentales, par certaines puissances occidentales. Donc nous faisons la guerre contre l'Occident. Donc il faut vite changer les narratifs. Moi, je parle toujours d'une guerre de libération. Parce que nous, on n'a pas attaqué le Rwanda, même pas l'Ouganda. Mais le Rwanda a des troupes sur notre territoire. Et vous voyez qu'à travers le monde, on demande, on ne condamne pas les Kagame et Museveni, on ne demande pas qu'ils quittent les territoires. Ça signifie que ceux qui font la guerre, c'est l'Occident. Donc là, il faut changer vite les paradigmes et changer le narratif. Deuxième chose, si l'Occident soutient le Rwanda, il leur donne l'Ouganda et le Rwanda des armes sophistiquées. Ils ont tous les renseignements militaires, ils ont les satellites. Ils donnent au Rwanda pour que le Rwanda nous gagne. Le Rwanda ne nous gagne pas parce que nous sommes faibles, parce qu'on est sur le plan technologique, on n'a pas toutes les armes. Tout à fait. Donc l'Occident a donné au Rwanda toutes les armes pour nous occuper. Quand vous regardez qui forme les militaires rwandais, ce sont les Américains. Qui équipe les militaires rwandais?
sont les Américains. Donc c'est l'Amérique qui nous font la guerre et qui nous fait la guerre. Ce n'est pas les Rwandais. Il ne faut pas être naïf. Un petit pays comme les Rwandais ne peut pas nous faire la guerre et occuper le Congo aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? D'abord, ils utilisent leurs infiltrés. Parce que quand vous regardez dans toutes ces guerres, les militaires congolais fuient. Qui fuient les premiers? Ce sont des généraux et d'autres colonels de haut gradé. Et quand ils fuient, ils laissent sur place les militaires. C'est ce qui s'est passé à Goma. Comme la plupart des généraux sont fabriqués par Kagame et Museveni, ils doivent tout à ces gens. Et pendant toute cette période de Kabila, ces gens ont été toujours en contact avec Kagame. Donc, Kagame contrôle la plupart de nos généraux. Voilà pourquoi nous sommes en difficulté. Deuxième chose. Est-ce que la difficulté ne vient pas par le fait que l'armée rwandaise ou soit les terroristes des M23 avaient demandé de sécuriser nos frontières à l'interne à partir de la Non, RDC? le problème, je te dis ceci. Il n'y a pas M23. Ce sont des troupes rwandaises soutenues, équipées, formées par les Américains et les Européens. Parce que la France a un contrat avec Kagame pour fournir des armes, fournir de l'argent et de la formation. L'Amérique aussi a un contrat, l'Amérique de Biden a un contrat avec Kagame qui fournit la formation et les armes. Donc, ce sont ces pays occidentaux qui nous font la guerre pour avoir le contrôle des matières premières. S'ils prennent Goma, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas parler à Kinshasa. La mine de Urubaya, il y a aussi une mine de cassiterie, ou bien on a des pyrochlore, un minerai très important. Aujourd'hui, on exploite. Ça part où? Qui vend? Et l'argent entre dans quelle caisse? Et en venant à Kinshasa, vous sentez que les élites ne sont pas tellement à la hauteur des enjeux géopolitiques aujourd'hui. Donc, les globalistes avec Kagame Museveni veulent mettre la main sur ces minerais stratégiques. C'est la raison pour laquelle ils partent vers Bukavu. Donc, s'ils prennent les deux Kivu, automatiquement, ils contrôlent 80% du coltan mondial. Voilà l'enjeu. Donc, il faut qu'ils comprennent, qu'on sache où est-ce qu'on part. Mais dans cette histoire, jusqu'à présent, le président Trump n'est pas dedans. Nous attendrons voir comment le Trump va définir sa politique envers le Congo, envers l'Afrique. Le président Trump, c'est le président américain qui n'a pas encore dit un mot sur la question parce que on a suivi la question qui lui a été posée concernant la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous connaissons aussi sa réponse par rapport à ça. Mais ce matin, le président français Emmanuel Macron a eu à publier, il a tweeté sur son compte, je vais lire cela, j'ai échangé avec le président Tshisekedi sur la situation très préoccupante dans le sud Kivu. Nous avons exprimé notre accord sur le point suivant. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat qui doit être respecté par toutes les parties. Le M23 doit immédiatement se retirer de Bukavu. Des garanties de sécurité doivent être données pour permettre le retour sans délai des autorités civiles et militaires à Bukavu. Les M23 doivent se retirer de l'aéroport de Kavumu et permettre les vols civils et humanitaires sans entrave. J'appelle le Rwanda à soutenir la mise en œuvre de ces mesures d'urgence. Par là, j'aimerais épingler juste deux choses. La première des choses, le président français stipule, ne parle que de Bukavu. Or, nous connaissons que le Goma aussi est sous l'autorité de ces rebelles. Pourquoi seulement Bukavu et laisser Goma? La première chose. D'abord, la première chose, la France n'est pas une puissance. Le président fait ses discours, ça n'a aucun impact. Je viens de vous dire ici, ce sont les anglo-saxons, ce sont les Américains et les Français, bien entendu, qui nous font la guerre. Ce sont des globalistes qui contrôlent la France, qui nous font la guerre. Je viens de vous dire ici que Trump vient d'arriver. Vous avez suivi les discours du vice-président américain à Berlin, à Munich. C'était très clair. Il reproche aux Français, aux Européens, de ne pas respecter la liberté d'expression, de ne pas travailler pour leur propre peuple. Donc il y a tout un changement de paradigme. Nous attendons que Trump définisse sa politique étrangère. Nous allons voir clair. Mais déjà, on voit qu'il y a un changement. Parce que, je l'ai dit la fois dernière, nous entrons dans un autre système économique.
donc l'économie capitaliste. L'Europe, tout comme l'Amérique, l'Occident, a construit ses richesses sur base des pillages et des guerres. Pour devenir riche, c'est une politique qui est mise en place depuis 1492. Il faut piller, tuer, dominer, occuper pour s'enrichir. Ce qu'on appelle l'accumulation par des possessions. Il faut la force, il faut des guerres. Maintenant, il y a une nouvelle ère du capitalisme qui émerge avec la Chine, avec la Corée du Sud, avec l'Inde. C'est une accumulation par les savoirs, par la science, par de nouvelles technologies et par l'innovation. Donc, pour être riche demain, il ne faut pas faire de guerre. Voilà pourquoi Trump ne veut pas de guerre. Il dit on fait les affaires. Donc, il y a un modèle qui est en crise, un modèle économique, de faire des guerres de pillage, dominer et voler. Il y a un autre modèle qui émerge aujourd'hui avec Trump, avec Elon Musk. Vous avez la Chine, vous avez d'autres pays comme l'Inde. Donc, ceux qui sont encore dans cette vision de l'accumulation par des possessions pour faire des guerres sont déjà dépassés. Et quand vous regardez de plus près ce qui se passe actuellement à l'Est, les gens veulent pousser le président Tshisekedi à négocier. C'est la raison pour laquelle ils font du bruit. D'abord, les Rwandais n'ont pas la capacité de faire la guerre contre le Congo. Il n'a pas de population, parce que faire la guerre, les gens meurent. Il n'a pas de moyens. Et puis, il fait la guerre pour quelle raison? Quelle est la motivation du Rwanda? Un petit pays pauvre. En fait, c'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière qui font cette guerre. Mais pour comprendre et voir où est-ce que nous partons, il faut lire l'histoire. La guerre de l'AFDEL, parce que je vois à Kinshasa, les gens racontent, non, vous savez, un an sera à Kinshasa, bientôt, vous allez voir. Non, ce qui se passe maintenant, là, c'est pour pousser le président Tshisekedi de négocier avec le 23, qu'on reconnaisse tous ces bandits, qu'on les intègre, et qu'on dise à Trump que les Congolais ont trouvé un compromis. Ils l'ont fait en 2009 avec Kabila, et quand Obama entre à la Maison Blanche. Ils veulent le faire maintenant pour légitimer tous ces bandits en disant que c'est un mouvement interne, alors que ce sont les Rwandais, les Ougandais, les nationaux qui veulent le piller. Mais est-ce que déjà, la deuxième chose, lorsque le président Macron il dit j'appelle le Rwanda à soutenir la mise en œuvre de ces mesures d'urgence, est-ce qu'il ne reconnaît pas que c'est Paul Kagame qui est derrière? Je vais dire ceci, la France n'est pas une puissance, il ne faut pas l'écouter. Ces guerres vont terminer, cette occupation va terminer quand les Américains vont parler. Je viens de vous dire ici, les troupes rwandaises, l'armée rwandaise est financée, formée par les Américains. Il y a des chiffres. Donc c'est l'Amérique qui tient les Rwandais. Sans l'Amérique, les Rwandais n'existaient pas. Quand on dit l'Amérique, c'est pendant Biden, donc depuis le Bill Clinton jusqu'à Biden, ce sont des globalistes qui menaient la danse. Tout à fait. Maintenant, il y a une nouvelle ère qui vient avec Trump et l'autre, c'est celui qu'on vient de nommer, c'est Rubio. Nous attendons qu'il définisse d'abord la politique étrangère américaine. C'est là où on verra clair. Mais pour le moment, on spécule parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Trump avec les autres veulent. Pourquoi je parle il ne faut même pas écouter parce qu'aujourd'hui les avancées c'est une pression qu'on est en train de faire au président Félix Antoine Tshisekedi pour arriver au dialogue ou bien aux négociations. J'ai dit que les gens, je vais parler de dialogue après. Quand vous voyez l'histoire de cette guerre, en 2001, Kagame avait occupé une grande partie de l'Est avec l'Ouganda. Le président, c'était sous le président Bush père, les républicains. Qui était le patron, c'était le secrétaire général, c'était Colin Powell, le noir américain. Selon les mémoires d'Herman Cohen, le secrétaire d'État, Colin Powell, a intimé l'ordre à Kagame de retirer ses troupes. Kagame a retiré. Deuxième chose, en 2012, parce qu'il faut rappeler l'histoire pour qu'on comprenne, on parle où. En 2012, Obama, John Kerry, William Hague ont demandé à Kagame de retirer ses troupes. Kagame a retiré ses troupes. C'est comme ça qu'en 2012, on a défait M23 par notre armée et la MONUSCO. Maintenant, la donne a changé. Parce que dans tout ce qui se passe,
depuis Bill Clinton jusqu'à l'arrivée de Trump, la CIA et Pentagone, l'armée américaine, étaient sous contrôle des globalistes à travers les administrations précédentes. Actuellement, il y a une grande rupture parce qu'il faut suivre les déclarations des gens du service de renseignement américain. Il y a une grande rupture. Donc, si Kagame, donc les globalistes, perdent la main sur les services de renseignement, perdent la main sur l'armée, c'est fini pour eux. Donc, nous entrons dans une ère où il y a des compétitions de grande puissance. En grande puissance, on n'a pas besoin de petits pays. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse sans parti pris, on ne voit pas ce que Kagame peut apporter en Amérique. Rien. C'est le Congo qui a tous les minéraux, c'est le Congo qui a tout et la population. Le Congo est plus important que le Rwanda. Mais vous avez dit ici que leur mission, c'est d'occuper les deux Kivu pour qu'ils puissent avoir 80% de coltan mondial. Mais aujourd'hui, lorsque ces avancées sont en train d'être faites à Bukavu, nous avons vu la colonne de M23 entrer dans la ville. Tout cela, c'est pas une pression faite au président Ce Félix, n'est pas une pression. parce que le président refuse de négocier, refuse de renouveler ses contrats. Et ce n'est pas une pression qu'on est en train de faire au président Félix. Le président est du côté du peuple. Je prends des faits. Dernièrement, il y a une manifestation à Kinshasa. On a attaqué les ambassades. On a brûlé l'ambassade du Rwanda, toutes les ambassades occidentales. Est-ce que vous avez vu les élites, ceux qui pensent toujours se mettre autour du table pour négocier? Ils ne sont pas dans la rue. C'est le peuple. Donc Félix est avec le peuple. Les élites sont corrompues. Ils ne comprennent que leurs patrons qu'ils ont mis au pouvoir. Ce qui s'est passé en Europe, pendant les manifestations, on n'a vu aucune élite, ni parti politique, rien du tout. On a vu le peuple congolais. Donc il y a une cassure entre cette élite corrompue, cette élite qui travaille pour les intérêts étrangers, avec le peuple. Donc si aujourd'hui, on veut aller plus loin, il faut que le peuple soit mobilisé. C'est ce que j'appelle la guerre de libération. N'oubliez pas, ce sont des guerres qui libèrent les peuples. Ce sont des guerres qui donnent l'indépendance à des peuples. L'Angola est à côté, l'Angola a fait la guerre. L'Angola a gagné la guerre contre Savimbi, UNITA. L'Angola est indépendant. Aucun pays occidental ne donne des ordres à l'Angola. Parce que leur liberté, on l'a eu grâce au combat, grâce à la guerre. Mais ceux qui vont vers Kinshasa, il y a un problème. On a une culture d'esclaves. Je vois les évêques, les dialogues qui se déplacent, on va faire les dialogues. Première question, ils ont quelle légitimité? Qui les a mandatés? Et quand il y aura les résultats, ils vont les donner à qui? Donc ils sont dans une autre logique. Ils ne comprennent pas, nous sommes dans une compétition de grande puissance. Les problèmes internes, les questions internes, ça n'existe pas. Et surtout que notre classe politique est médiocre, corrompue. C'est comme tout le monde. Mais déjà... Donc pensez qu'on va construire cet État avec une classe pourrie et corrompue, et vous pensez que les Américains, tout comme les Chinois, vont faire confiance à cette classe, vous vous trompez. Mais déjà une grande question aussi, pourquoi les acteurs politiques de la République démocratique du Congo n'adjoignent pas l'appel fait par le chef de l'État? C'est une question aujourd'hui. Parce que sur le terrain, on voit un silence radio, on voit des acteurs politiques, jadis pour des questions d'intérêt politique, ils étaient entrés au front pour mobiliser la population, et récemment par la question du changement de la Constitution, et jadis aussi par des questions de postes ministériels, mais aujourd'hui, question d'État, il y a un silence radio. Pourquoi ces acteurs politiques n'adjoignent pas l'appel du chef de l'État? Toute cette classe politique, on peut dire 90%, sont la fabrication de Kagame Museveni. Pourquoi? Voilà pourquoi c'est des postes qu'on vient de voir. Les problèmes du Congo, on n'a pas d'élite. J'ai été au Burkina Faso. J'ai fait des semaines chez Traoré. J'ai parlé avec certains responsables. Les soirs, les jeunes gens sont dans la rue pour sauver les pays. Toutes les élites burkinabées sont derrière les présidents du Faso. Quand vous venez chez nous, c'est le contraire. Ça signifie que ces élites n'appartiennent pas à notre peuple. Parce que vu les souffrances, aujourd'hui, à Goma, à Bukavu, normalement, si ces élites étaient les nôtres, ils devraient se mettre derrière Tshisekedi pour dire que le Rwanda et l'Ouganda et l'Occident doivent quitter
notre territoire. Mais comme ce sont des élites néocoloniales, elles préfèrent qu'il y ait des négociations pour se partager les postes et jouir. Voilà la grande difficulté du Congo. Vous avez une élite étourdie qui ne comprend pas les enjeux. Actuellement, là, c'est une compétition de grande puissance. Tout dépendra de ces grandes puissances. Dans quel sens? La guerre vient de l'Amérique. Un jour, on était à Bruxelles, en 2013, 2014. On arrive à Bruxelles, on voit Herman De Croo, le papa de l'ancien Premier ministre flamand. Herman De Croo nous a dit clairement, votre guerre-là, ça ne faut pas tenir par des négociations. Elle est en Amérique. J'étais encore au potentiel, j'ai titré. Il n'y a que l'Amérique qui peut mettre fin à cette guerre. Parce que l'Amérique nous fait la guerre à travers l'ère multinationale. Ça sert à rien de négocier. Elle est en Amérique, c'est qu'ils vont mettre la guerre. Si les Américains ne sont pas capables de le faire, vous faites comment? Vous prenez la Russie, vous prenez d'autres puissances, vous préparez notre peuple pour faire la guerre de libération. On n'a pas d'autre choix. Mais parce que la diplomatie que prônent aujourd'hui les chefs de l'État, aujourd'hui, la RDC a mené, je dirais même à 90%, cette diplomatie aujourd'hui, c'est le monde entier qui en parle. Coup de chapeau pour notre diplomatie. Mais les retours que nous avons l'EAC, nous avons la SADC, nous avons l'Union africaine, nous avons même celui qui est aidé à la médiation, Joao Lorenzo, le président angolais. Les 9 pays qui nous entourent nous disent la même chose. Allez négocier avec les Rwandais. C'est normal, on ne peut pas vous dire allez faire la guerre. Et retenez, dans l'histoire de tous les pays, ce sont des populations qui sont battues, qui ont fait la guerre, qui ont la liberté. Et retenez l'histoire de tous les peuples. Il n'y a que la guerre qui libère. Ce qui fait que notre élite est une élite qui a une culture d'esclaves. Ils préfèrent vivre à n'importe quel pays. Il y a des élites qui ont le sens de l'histoire. Il n'y a que la guerre qui doit libérer, pas de négociations. Écarter ces histoires-là. Qu'on le veuille ou non, il y aura la guerre. La guerre aura bel et bien lieu dans ces pays pour libérer notre peuple, récupérer nos richesses. Parce que ces gens-là qui ont déjà occupé les Kagame, les multinationales qui ont déjà occupé les mines, ne vont pas partir comme ça. Il faut être naïf, être idiot, penser que vous allez négocier, qu'ils vont se retirer. Il n'y a que les rapports de force militaires. Je te prends l'exemple. L'Éthiopie. L'Occident globaliste avait armé une minorité au nord de l'Éthiopie, les Tigréens, avec beaucoup d'armes qui venaient du Soudan. Ils sont descendus à quelques kilomètres d'Addis Abeba. Toutes les puissances occidentales, les médias. Bientôt, il y aura changement de régime à Addis Abeba. Le premier ministre, qui est militaire, a revêtu son costume, donc c'est tenu. Il est parti en guerre contre ces gens. On les a battus. Ils sont où? Dans les montagnes maintenant. Nous devons comprendre ça. La liberté, l'indépendance, ça passe par les revendications, bien entendu, mais la guerre. Vous êtes très content de voir l'Amérique. La guerre de l'indépendance, ça ne vous dit rien. Il faut lire l'histoire des autres peuples, non? La Chine, la Corée du Nord, le Vietnam. Donc, tous ces pays-là qui sont libérés. Si vous partez aujourd'hui en Afrique, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Est, du Sud-Est, vous avez des peuples qui sont respectés par les Américains. Parce qu'ils ont combattu contre les Américains. Nous, on a une culture d'esclaves, on veut vivre à n'importe quel prix. Parce que la communauté internationale et les autres membres ne nous envoient qu'au dialogue. Aujourd'hui, pourquoi aussi, c'est une question. Pourquoi le président Félix refuse de négocier ou d'aller en dialogue avec Félix est du bon côté de l'histoire. La communauté internationale n'existe pas. Les droits internationaux n'existent plus. Aujourd'hui, c'est question de rapport de force quant à des compétitions entre grandes puissances. Ce que vous appelez droit international, c'était conçu, élaboré par les Occidentaux. L'Occident est en crise, personne ne respecte. En commençant par l'Amérique elle-même. L'Amérique menace de prendre le canal de Panama. C'est un État souverain. L'Amérique menace de prendre l'île au nord de Groenland, donc de Danemark. C'est contre le droit international. La Russie vient d'occuper, annexer même
le, le territoire ukrainien. Mais le droit est où? Vous êtes des naïfs. C'est parce que l'élite congolaise n'a pas le sens de l'histoire. On est très faible. Qu'on le veuille ou non, il y a tout un processus de libération de l'Afrique qui a déclenché. Ça s'est passé d'abord après la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Les pays africains sont devenus indépendants. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est une libération pour avoir le contrôle de nos richesses. Que les peuples africains, les peuples congolais vivent correctement. Et pour cela, il faut engager une guerre. Ça a déjà commencé dans les Sahel avec quel pays Burkina Faso, vous avez Mali, vous avez Niger. Ça va continuer. C'est la route de l'histoire. Vous ne comprenez rien. Vous allez dire, non, on va se mettre d'accord. Vous allez négocier quoi? Mais parce que le président de la République, lors de son adresse à la nation, il a promis la riposte vigoureuse, mais lors de la session extraordinaire entre les deux chambres, le président Vital Kamerhe a dit, le président fait négocier. On retient quoi? Non, Kamerhe n'est pas président. Il ne faut pas faire confiance à Kamerhe. C'est le problème chez vous. Les Congolais, on est très faibles. On vous dit que nous sommes dans une logique de la guerre de libération. Le président s'est engagé. Kamerhe, il est en quelle qualité? Vous croyez encore dans cette classe politique qui est manipulée par les Rwandais, l'Ougandais, le national? Une classe politique qui a une culture d'esclaves? Ils seront balayés tous par les vents de l'histoire. Nous sommes dans un autre monde. Ceux qui ne comprennent pas seront jetés dans la poubelle. Et moi, je demande aux jeunes gens, qui sont encore jeunes, préparez-vous pour vous battre. Pour la guerre de libération. On négocie avec des hommes forts et non avec des hommes faibles. Ceux qui pensent qu'ils vont négocier, c'est pour qu'ils restent esclaves des Rwandais et des Ougandais. Ceux qui veulent libérer le Congo, libérer l'Afrique, doivent s'engager dans la guerre. Il faut vite vous enrôler. Enrôlez-vous dans l'armée. Ce sont les peuples qui se battent, qui sont respectés. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous dire que le président Félix est en bonne position? Je dis que le président Félix est du bon côté de l'histoire. L'histoire viendra les juger. Ce n'est pas aujourd'hui les gens qui voient des intérêts, des petits intérêts. Beaucoup de gens n'ont pas. Il a grandi à côté de son père. C'est toute une formation idéologique. Regardez quelqu'un qu'on pensait qu'il venait du néant. Il a cassé FCC, non? FCC où? FCC pensait qu'il pouvait les maintenir et les dominer. Aujourd'hui, Kagame qui paraît. Kagame est où? On vient de très loin. Qui pouvait parler contre Kagame? C'est personne. Aujourd'hui, Kagame, par exemple, Félix a démystifié Kagame, comme son père avait démystifié Mobutu. Donc c'est un problème psychologique. Kagame ne peut pas les regarder en face comme ça. Impeureux maintenant. Il n'y a que la violence pour l'impeureux. Il ne peut pas engager une discussion, c'est avec Félix. Félix a une puissance. Félix a un état fort, un état riche. Kagame a un petit état de barbares qui n'aime que la violence et les pillages. Mais ce qui est dramatique, c'est de voir qu'à Kinshasa, il y a encore des élites qui croient encore à Kagame, alors que ses parents l'ont abandonné. C'est fini. Il y a 2 ans, j'ai fait un article et j'ai parlé chez Congo Bez et d'autres télévisions, comment on appelle ici, digitales. Ça fait 2 ans. J'ai dit, pour Kagame, c'était fini. Pourquoi je l'avais dit? L'Amérique de Bill Clinton, néolibéral, avait pris Kagame et Museveni pour mettre la main sur le Congo. Et ils ont utilisé beaucoup plus les paradigmes de la lutte contre le terrorisme. C'est comme ça qu'on utilisait Kagame, les militaires rwandais, les militaires ougandais, conformés et qu'on équipait pour dire qu'ils vont combattre le terrorisme. Voilà pourquoi Kagame et Museveni étaient importants. Trump vient. Il change de paradigme. On est dans un paradigme de compétition entre grandes puissances. Donc, on abandonne la lutte contre le terrorisme. Maintenant, c'est compétition de grande puissance. Et quand il y a compétition de grande puissance, on a besoin des États, pas des individus. On avait besoin de Kagame pour, ce sont des petits pays, pour faire ce qu'ils pouvaient faire, utilisé par l'Amérique, et parvenir à reconfigurer l'Afrique du Grand Lac en commençant par la bagation du Congo. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump, avec la compétition de grande puissance,
On n'a pas besoin de petits États imités. Déjà lors de la session à l'Union africaine, lorsque la première ministre Judith Suminwa a pris la parole, a commencé à démystifier, à parler clair et les velléités, le président rwandais a claqué la porte. Qu'est-ce qui est Non, ça c'est sur les cartes? Nous voulons que notre peuple soit informé. Nous voulons que notre peuple soit mobilisé pour faire la longue guerre. Mouzé Kabila lui disait, la guerre sera longue et populaire. Il a été assassiné. Et vous posez la question, pourquoi Mouzé Kabila a été assassiné? C'est parce qu'il a dit non au néocolonialisme. Qu'aujourd'hui, les Nanga, les prêtres, les évêques sont partis voir le Kagame. Ils sont dans cette vision néocoloniale. C'est terminé. Nous entrons dans une vision de la lutte pour la libération du Congo et de l'Afrique. C'est un processus. Là, vous avez des élites intelligentes du Sud, ils se mettent du bon côté de l'histoire. Donc, il faut être avec le peuple. Les évêques sont partis à Bukavu, à Goma. Ils ont rencontré la population. Ils roulent pour qui? Si réellement ces évêques devaient quand même écouter la population. Ils n'ont pas écouté la population. Ils ont rencontré les bourreaux, les tueurs, des assassins du peuple congolais, ceux qui occupent le territoire. Il y a une complicité. Mais ces évêques-là, ils sont à l'interne ici, ils passent tout le temps à insulter Félix Tshisekedi. Jamais attaquer Kagame. Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'est pas tous idiots. Si on a fait l'université, la véritable université, c'est de dénoncer ça. Notre élite est très faible. Sur le plan caractère, personnalité, sur le plan intellectuel. Il y a des hommes solides, on ne peut pas accepter ça. Voilà, nous avons écouté le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa mission à cette réunion sécuritaire en Allemagne, à Munich. Et le président a parlé et clairement, il a communiqué, le président indexe l'ancien président Joseph Kabila de responsabilité. Qu'est-ce qui est caché? Oui, je vous ai toujours dit, le président Félix Tshisekedi est la seule personne la mieux renseignée et la mieux informée. Quand il vous parle, c'est une vérité. Vous voulez contester ce qu'il dit, c'est base de quoi? La responsabilité à l'ancien président Joseph Kabila. Il a dit clairement. Pourquoi les gens veulent discuter? Parce que moi ça m'étonne. Il pointe du doigt à Kabila. Il a toutes les informations. Vous voulez contester, vous dites que ce n'est pas vrai. C'est base de quoi? Regardez comment on perd la guerre là. Quand vous regardez dans cette guerre, jamais nos troupes essayent un peu de combattre. Il y a seulement à Goma, on a vu que les généraux ont trahi. Ils ont reçu des ordres à l'étranger, soit de Kabila, soit de Kagame. Ils ont décroché. Tous ces généraux-là. Ce sont des jeunes gens. Il y a eu un capitaine ou bien un major qui a demandé aux gens de ne pas déposer des armes. Ils ont affronté les troupes rwandaises. Il y a eu beaucoup de morts. C'est les soldats qui ont décidé de l'affronter, sans des généraux. Ça signifie que ces généraux, pour la plupart, pas tous, il y a des catégories. Il y a des généraux qui sont restés fidèles à Kabila. Il y a des généraux qui sont restés fidèles au président, des patriotes, qui ne veulent pas que les Rwandais viennent ici. Ce qui est dramatique, c'est de voir qu'on n'a pas une mémoire. Peut-être que vous n'étiez pas encore né en 1997, quand la FDL est entrée ici. Il fallait voir l'arrogance des Rwandais. Il fallait voir toutes ces petites élites qui s'étaient à genoux. Comment une élite qui a été humiliée, pas encore accepté qu'on puisse hériter l'exploit? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élite ici. Aujourd'hui, tous les Nangala qui sont là-bas, j'ai vu prendre des photos, ils ne sont pas autonomes. Moi, j'ai eu à discuter avec Ilunga. Il est déjà décédé, il était le président du RCD. Il m'a dit comment ça s'est passé à Kigali. Ils ne sont pas autonomes. On les met devant, comme des marionnettes. Après, c'est Kagame qui gère tout. Donc, Ilunga m'a tout expliqué. Quand j'étais à Télé 7, il a fait une intervention. Il est déjà décédé. Il vous explique comment les Rwandais traitent les Congolais. Des élites faibles, des enfants. On les donne des femmes. On les corrompt.
Beaucoup d'élites qui sont passées par Kigali, ils ont laissé des enfants. Tous. Hein? Et c'est leur stratégie aujourd'hui pour avoir... Cela signifie que notre élite n'est pas forte sur le plan intellectuel et caractère. C'est la grande difficulté. On a des jouisseurs qui sont nombreux. Donc, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on a... Vous savez, Félix est le seul qui dit non. Je pense que Lorenzo a parlé, il a dit non. Nous sommes un État indépendant. Félix a été élu. C'est la seule personne qui a la légitimité. Ceux qui parlent là, ils sont légitimes où? Ils ne sont pas légitimes. Mais comme il y a les médias, vous avez beaucoup plus la communication soutenue par l'Occident, ils ont leur télévision, leur radio, ils véhiculent des mensonges. Mais ce qui est dramatique à Kinshasa, comme il y a des complices, voilà pourquoi notre communication est en difficulté. C'est anormal que les pays soient occupés, que les présidents parlent, qu'ils mobilisent les gens. Dans la presse, il n'y a rien. Dans les gens, il n'y a rien. Donc, il y a des petites conférences passées par là. Ça signifie que notre élite ici, elle est complice. C'est-à-dire que c'est lui qui est le ministre de la communication a échoué dans sa communication de crise. Il a échoué dans sa responsabilité de mener cette bataille de la communication. Est-ce qu'il n'est pas complice? Le ministre Patrick Mouyaya. Oui, il ne faut pas marcher les mots. On mange chez qui? Quand on est intellectuel, les situations difficiles, on doit parler à notre peuple. Sinon, nous allons tous disparaître. Ils ne sont pas prêts à accepter une certaine recolonisation. Il y a trop de complices. Je te prends l'exemple de Magloire Paluku. Vous le connaissez? Tout à fait. C'est lui qui a traversé de l'autre côté à l'AFC. Okay. Paluku était ici au ministère de la Culture. Il a été aussi directeur des cabinets. Oui. Aujourd'hui, il a traversé. Donc, il y a beaucoup de Paluku qui sont encore dans les institutions, qui sont encore dans l'armée. Ils sont nombreux. S'il y a beaucoup de Paluku, ils sont dans les institutions. Maintenant, même Julien Paluku est aussi du nombre. Non, non, pas Julien Paluku. Julien Paluku, c'est un combattant. Tu vois son discours, non? C'est la seule élite de l'Est qui a parlé contre Kagame. La seule. Parce que Paluku a fait la guerre contre M23. Paluku connaît très bien. Il a encore publié un livre. Les drames qu'on ne lit pas. Il a expliqué comment on a combattu M24, M23, jusqu'à les chasser. C'est Paluku avec un autre général qui ont planté les drapeaux congolais sur les trois collines. C'est écrit. Mais comme on ne lit pas, on ne comprend pas. C'est la seule personne de l'Est qui parle clairement. Et les autres? Il y en a beaucoup. Il y a les Vital Kamerhe, les autres, soit ils sont complices, soit ils ont peur. C'est ça la question, c'est ça le problème. Soit ils sont complices, soit ils ont peur. C'est là où l'importance d'avoir des intellectuels. Réaliser l'histoire de tous les grands peuples. Dans des périodes difficiles, ce sont les intellectuels qui prennent la parole, qui montrent la voie à suivre pour mener le peuple à une guerre de libération. Lisez l'histoire de Hugo Chavez. Lisez l'histoire de Castro. Tout est très clair. On informe, on forme, on organise. Quand vous avez un peuple qui est informé, qui est formé, qui est organisé, qui sait pourquoi il doit faire la guerre, ce peuple est indépendant, ce peuple est libre. Mais parce que la guerre part de tous les fronts. Aujourd'hui, sur les fronts, on voit quand même sur les Twitter, sur tous les réseaux, on voit quand même comment est-ce que de l'autre côté on communique. Mais ici, chez nous, c'est comme s'il y a un problème de communication. Mais pourquoi vous ne posez pas la question à Mouyaï? Vous avez peur de quoi? De plus en parler, mobilisons le peuple. Mouyaï est où? Mouyaï est où? Tout le monde s'était parce qu'on pense que peut-être demain, ça peut changer, ils vont se partager les postes, ils vont vivre. Qui demande aux Mobutistes? Hein? Ceux qui étaient complices de la FDL, ils sont où? Parmi les traîtres, il y a aussi celui de la communication. Où est la communication militaire? Donc, comment dirais-je? La communication des crises. Non, pas des crises, de la guerre. La guerre. Actuellement, il faut que... Moi, j'étais à Ouaga. Les ministres de la communication, chaque soir, on voit à la télévision comment les combattants burkinabés se battent. Chaque soir, les défenseurs de Ouazalem de l'autre côté, les VDP, ils parlent, ils disent nous défendons notre patrie. Ici, il y en a où? Le peuple s'est retrouvé. Donc, nous avons une élite corrompue et complice. Voilà pourquoi il y a une cassure entre l'élite et la masse.
Voilà pourquoi, quand ils font des manifestations, vous ne voyez aucun homme politique, aucun parti politique, ceux qui crient, qui disent non, nous allons nous retrouver pour partager le pouvoir. Ils sont en dehors de l'élite, en dehors de la société. Le peuple ne veut plus ces histoires de forum. Ça ne sert à rien. La seule solution, c'est la guerre. C'est que Freddy Mulumba, il est politologue, la personne qui a sonné la sonnette d'alarme pour interpeller sur la balkanisation aujourd'hui. Et nous en sommes dans un processus où lui-même, comme étant la personne qui a sonné cette sonnette, il est en train de nous donner des solutions aujourd'hui. Monsieur Freddy Mulumba, l'ennemi est en train d'avancer. Nous avons perdu le Nord Kivu, Goma. Aujourd'hui, l'ennemi est au Sud Kivu. Nous avons vu ce matin une colonne de l'ennemi dans les centres-villes de Bukavu. Il y a des avancées. Après Bukavu, peut-être Maniema, peut-être Tanganyika, peut-être il y aura des avancées. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour bloquer ces avancées? Moi, je peux te dire que l'Amérique de Trump ne va pas suivre cette histoire-là. Ce sont des globalistes sont en train de faire ce travail pour pousser le président à négocier. Ils savent que c'est fini. Ce qu'ils sont en train de faire, ils l'ont fait en série. Ils ont fait pression jusqu'à mettre des terroristes au pouvoir. Et l'actuel patron de service de renseignement a critiqué américain. Il dit, on ne peut pas comprendre qu'on mette des bandits, des djihadistes au pouvoir par des Occidentaux. Ils ne comprennent pas. Donc, la politique américaine sera bien définie. Nous allons voir comment Trump et sa bande vont travailler. Donc, on va définir la politique étrangère américaine. Je pense bientôt, peut-être dans un mois, on aura le nouveau paradigme de Trump. Maintenant, il faut savoir, ces gens n'iront pas très loin sans la CIA et sans Patagone. Le Congo est très important. Aujourd'hui, Pentagone, donc l'armée américaine, et les services de renseignement sont sous la main de Trump. Ils n'iront pas loin. Mais ils font partie du moyen pour pousser le président Tshisekedi à négocier. Le président Tshisekedi refuse. Et c'est bon. Nous refusons, nous nous préparons à faire la guerre. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans pour qu'on soit réellement des hommes libres, des hommes indépendants. Quelle attitude doit adopter la population congolaise à l'heure actuelle? Moi, je demande à la jeunesse de s'organiser. Je demande à la jeunesse d'intégrer l'armée. Mobilisez-vous pour que vous ne soyez pas des esclaves des Rwandais, des Ougandais et des Occidentaux. La liberté a toujours un prix. Il faut se battre. Tous les peuples qui ne sont pas battus sont devenus les esclaves des autres. Donc, vous n'avez pas autre choix. Vaincre ou mourir. La patrie ou la mort. Donc, il est temps de quitter les églises. Il est temps de quitter les bars. Il est temps de quitter les distractions pour vous préparer à vous battre pour une guerre de libération. Cette guerre de libération va donner la stabilité et la puissance à votre pays. Vos enfants et vos petits-enfants vont vivre dans un État libre et indépendant. On n'a pas d'autre choix. Vaincre ou mourir, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Et quel message adresserez-vous au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non, le chef de l'État est du bon côté de l'histoire. L'histoire viendra de juger s'il avait raison ou bien la tort. Donc, pour le moment, en lisant l'histoire du Congo, l'histoire des civilisations, l'histoire des peuples, Félix Tshisekedi est du bon côté de l'histoire. Ceux qui sont avec Kagame seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Et tous ceux qui le demandent de démissionner, qu'est-ce que vous dites? Mais ils vont demander sur base de quoi? Parce que Félix a été élu. La seule personne qui a une légitimité, c'est Félix Tshisekedi aujourd'hui. Et ils ont quelle légitimité pour demander qu'il quitte? C'est qui d'abord? Ils ont quelle base? Des individus qui parlent? Pour la plupart des traîtres qui travaillent avec les intérêts étrangers. Félix est la seule personne qui est légitime. Voilà pourquoi, là où vous avez des gens intelligents, vous devez vous poser la question, pourquoi tout le monde est contre nous? Tout le monde est contre Félix. Si Félix était avec eux, mais il n'y aurait pas toutes ces guerres. Kagame allait tourner sur l'État ici. Nous savons que Kagame donnait des ordres à Kinshasa. Aujourd'hui, Kagame n'a pas de pouvoir. Est-ce que vous imaginez, quand on a parlé du couloir de l'Obito, Kagame refuse ce couloir parce qu'il va aller jusqu'au Kivu.
Vous comprenez pourquoi il crée les désordres au Kivu. Pour faire du chantage à ses maîtres. Les maîtres, ils vont bien au pouvoir. Il dit, mes intérêts ne sont pas pris en compte. Un petit pays comme le Rwanda peut penser avoir des intérêts au Congo, que nous, là, on en tient compte. Donc, ça signifie que vous avez des élites faibles à Kinshasa. Nous devons avoir de nouvelles élites qui ont la volonté de puissance, qui ont les ambitions de grandeur. Parce que pour mériter ces pays, il ne faut pas être faible. Voilà pourquoi l'attitude du président Tshisekedi est correcte. On ne doit pas recevoir des ordres de personnes. L'Angola ne reçoit pas ces ordres. Parce que le président refuse. L'Afrique du Sud est là. Vous avez suivi le président Ramaphosa. Très clair. Là, vous avez une élite qui est proche du peuple. Cette élite refuse les dictats étrangers. Mais quand vous avez des élites qui sont fabriquées, créées par les étrangers, voilà les élites qui peuvent accepter des ordres. Félix refuse que les pays sombrent encore ou bien tombent dans les mains des étrangers. Donc, nous sommes dans une lutte de libération du Congo. Mouzé Kabila, je répète, l'avait dit, la guerre sera longue et populaire. Il faut nous préparer à nous battre. Il faut nous préparer à nous battre plutôt. C'était votre Mwanamboka national. Après beaucoup de temps d'absence, nous sommes de retour pour vous servir. Et surtout que dans cette période où la République démocratique du Congo est appelée à l'unité pour faire barrière à l'ennemi qui veut déstabiliser la République démocratique du Congo, il faut le dire, ce pays est sacré. Ces pays et les pays qui nous ont été légués par nos ancêtres, nos aïeux, que nous aussi, nous avons le devoir de léguer aussi aux prochains, ceux qui viendront pour faire bon usage pour cette patrie, la République démocratique du Congo. Déjà, je vous dis un grand merci aux fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, un grand merci à vous tous, de partout où vous êtes, de partout où vous nous avez suivis, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, même ceux de l'Est de la République démocratique du Congo, nous sommes de cœur avec vous, et ceux qui sont ici à Kinshasa, adoptons l'attitude de guerre et soyons conscients pour barrer la route à l'ennemi. Déjà, Monsieur Freddy Moulouma, nous allons terminer par ici. Nous avons suivi, nous tous, la déclaration du Monseigneur Chollet contre votre personnalité et votre personne. Vous avez une réponse? J'avais déjà répondu à Monseigneur Chollet. J'ai demandé à tous les catholiques de lire un livre sur Monseigneur Muzeriwa, le premier martyr de la guerre rwandaise contre le Congo. C'est le premier qu'on a tué à Bukavu. Et le livre a été publié par Monseigneur Muyengo. Il a parlé de l'esprit Muzeriwa, comment on peut résister. Moi, je demanderais à Monseigneur Chollet, au lieu d'aller faire ce qu'ils font là, remettre les gens ensemble, qu'ils s'occupent des brebis. Ça signifie expliquer à notre peuple, à travers les écrits de Muzeriwa, quelqu'un qui s'est sacrifié, pour que le peuple se batte et d'éviter une domination étrangère. Tout moi, je peux lui demander, les livres sont là. Ce qu'il est en train de faire, c'est... Je lui demande tout simplement de prendre les livres sur Monseigneur Muzeriwa, dans chaque paroisse, qu'on éduque nos enfants. L'esprit Muzeriwa, l'esprit de la liberté, qui passait tout le temps avec des politiciens pour se partager les postes. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas le travail de l'Église. Audio Jungle.